Voilà, merci beaucoup, monsieur Dia. Ferguson, vous permettez, n'est-ce pas? Très bien, bonjour à cette très belle assistance. Je suis très heureux de venir prendre part à cette activité qui du reste est très philosophique. Et je suis honoré également d'avoir été invité par les organisateurs, que je remercie au passage, notamment ceux de l'ONCAV ou de la ZONA. Je devrais également, avant de placer quelques mots qui me sont propres, louer, magnifier à sa juste valeur la très belle intervention du professeur Songué Diouf, mais qui malheureusement est parti, et en mon sens, il est un peu très vite parti, puisque donc j'aurais souhaité qu'il restât encore ne serait-ce que quelques minutes pour d'éventuels échanges, notamment à propos de la dissertation au sens philosophique du terme. Bref, puisque donc, dans un premier temps, il a été prévu que je vous fasse un entretien sur les relations entre la philosophie et la religion, mais étant donné que le professeur Songué, dans son balayage du programme, n'a pas manqué de le mentionner, eh bien, il est pertinent, n'est-ce pas, donc, de zapper ce point, et pour que je puisse me confiner dans l'autre aspect de mon intervention, c'est-à-dire la technique de la dissertation. Maintenant, vous savez, la dissertation, et là, je le dis en toute modestie, depuis quelque temps, et ce en 2012, si je me souviens bien, j'ai eu à élaborer personnellement une technique de la dissertation que j'ai eu à partager avec les collègues qui sont ici à Louga et un peu partout dans le pays, par correspondance. Et la plupart d'entre eux l'ont partagé et certains d'entre eux-mêmes, n'est-ce pas, ne manquent pas de l'appliquer en classe. Alors cette dissertation, elle s'appuie sur ce que j'appelle la typologie des sujets. Que les sujets de philosophie, quel que soit leur nombre, on peut les catégoriser, les ranger de telle sorte qu'au final, on a trois types de sujets. Un sujet, soit il est affirmatif, sinon il est interrogatif, sinon il est interrogatif. Voilà les trois types de sujets. Maintenant, qu'est-ce qu'un sujet affirmatif? Un sujet est dit affirmatif lorsqu'il se termine par un point simple. Exemple, philosopher, virgule, c'est penser, point. C'est un sujet affirmatif. Comment doit-on maintenant aborder un tel sujet? D'une façon générale, un tel sujet doit être abordé si, bien entendu, nous adoptons le plan dialectique qui comporte de façon ramassée deux principales parties, une thèse et une antithèse, la synthèse étant facultative. Quand un sujet donc est affirmatif, dans la thèse, on doit toujours procéder à l'appui du sujet et dans l'antithèse, on relativise. Et sous ce rapport, l'antithèse n'est presque jamais le contraire systématique de la thèse. Mais je dis bien quand le sujet est une affirmation. C'est à peu près la même chose quand un sujet est une interrogation. On peut reprendre l'exemple de Monsieur Songué de tout à l'heure, un sujet du bac. Quand le sujet disait vouloir la certitude, n'est-ce pas tuer la philosophie? C'est un sujet de type interrogatif, mais ici il y a une négation dans l'interrogation. Dans la classification que j'avais faite, j'avais dit que ce genre de sujet, c'est ce qu'on appelle les sujets interrogatifs. Comment doit-on les aborder? Si toutefois le plan est dialectique, la thèse sera une réponse par l'affirmative, c'est-à-dire face à la question posée, on répond par oui, et dans l'antithèse, on ne dit pas non. Ce sera une relativisation, c'est-à-dire un mais. Enfin, il y a les sujets interrogatifs. Mais ces sujets interrogatifs sont divisés en deux sous-rubriques. Il y a ce qu'on appelle les interrogations totales, que l'on doit distinguer soigneusement des interrogations partielles. Je commence par ce dernier cas.
qu'est-ce qu'une interrogation partielle? C'est quand un sujet est libellé à travers une interrogation, mais et que face à l'interrogation, on ne peut répondre ni par oui, ni par non. Exemple. Comment dirais-je encore? Qui peut me donner un sujet dont l'interrogation est partielle, oui? Par exemple, pour ou contre la philosophie. Là, on ne peut répondre ni par oui, ni par non. Ou encore, l'État est-il l'ami ou l'ennemi de l'individu? On ne peut répondre ni par oui, ni par non. Ou encore, en quoi le philosophe est un ignorant? On ne peut répondre ni par oui, ni par non. Je dis quand un sujet est une interrogation partielle, c'est-à-dire lorsque face à la question, on ne peut répondre ni par oui, ni par non. Si le plan est dialectique, dans la thèse, on doit procéder à l'explication du sujet et dans l'antithèse, on procède à sa relativisation. Et jusqu'ici, si vous faites une remarque à propos de l'antithèse, vous conviendrez avec moi que l'antithèse n'est jamais, jusque-là, le contraire de la thèse. L'antithèse est toujours une relativisation. Mais j'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs je terminerai par vous dire comment on reconnaît un sujet interrogatif et dont l'interrogation est partielle. Dans le libellé, surveillez ceci, vous aurez toujours en quoi, à quoi, dans quel sens, en quel sens, dans quelle mesure ou où. Quand le sujet est libellé de cette manière, d'une façon générale, on a une interrogation partielle et dans la thèse, on procède à l'explication du sujet et dans l'antithèse, on le relativise, c'est-à-dire mais. Et je dis, pour ce qui est des sujets, je fais un petit résumé avant de continuer. Pour ce qui est des sujets affirmatifs, la thèse, c'est un appui du sujet, l'antithèse, une relativisation. Donc l'antithèse n'est pas le contraire systématique de la thèse. Quand un sujet est une interrogation, la thèse est une réponse par l'affirmative, l'antithèse est une relativisation. Donc notez avec moi que ce n'est pas une contradiction par rapport à la thèse. Quand un sujet est une interrogation partielle, dans la thèse, j'ai dit qu'il faut procéder à l'explication du sujet. Et dans l'antithèse, on relativise. Jusqu'à présent, l'antithèse n'est pas encore le contraire systématique de la thèse. Mais, quand un sujet est une interrogation totale, mais qu'est-ce qu'une interrogation totale? C'est lorsqu'on nous pose une question et que face à la question posée, on a la possibilité de répondre par oui, mais également de répondre par non. En ce moment, l'antithèse sera le contraire systématique, pour ne pas dire une contradiction flagrante de la thèse. Et je peux donner moult exemples à ce niveau. Par exemple, quand on nous dit, peut-on accorder foi et raison? Ou encore quand on nous dit, la philosophie a-t-elle sa place toujours dans un monde dominé par la science? Ou encore quand on nous donne du sujet du genre. D'ailleurs, c'est pourquoi j'avais souhaité que le professeur Songué resta encore quelques minutes, mais malheureusement il est parti. Quand on nous donne des sujets où il y a nécessairement, ou toujours, d'une manière générale, l'antithèse, je dis bien d'une manière générale, l'antithèse est toujours non, et c'est la thèse qui sera oui. J'en veux pour preuve le sujet du bac de l'année passée. Bien entendu, la philosophie est affaire de débat. Et les gens ne sont nullement tenus de s'aligner, d'autant plus qu'ils ont les moyens, sous forme d'arguments rationnels, de démontrer et de prouver ce qu'ils avancent. Je reprends mon sujet de tout à l'heure. Quand on nous dit, peut-on accorder foi et raison? Moi je dis, face à cette question, on peut répondre par oui, on peut accorder foi et raison, tout comme on peut répondre par non en disant non, on ne peut pas accorder foi et raison. D'ailleurs, c'est ce que soutiennent les philosophes athées. C'est une position qui est défendable en philosophie. Un Frédéric Nietzsche, un Baruch Benedictus de Spinoza, un Ludwig Feuerbach, un Karl Marx, ils vous diront sans hésiter, sans aucune forme d'embâche, non, il n'y a aucun moyen, aucune possibilité de concilier ou d'envisager un quelconque accord entre foi et raison. Et cela peut constituer une position, soit dans la thèse, soit dans l'antithèse. Mais il y a une autre position, celle incarnée par ceux-là que l'on appelle les philosophes religieux, qui vous diront qu'il y a bel et bien moyen d'accorder foi et raison. Pascal le dit dans les Pensées, je le cite, pense qu'il est possible de les accorder. Mais il précise que cela demande et exige de celui qui prétend accorder foi et raison un esprit de finesse.
Donc il y a des philosophes qui défendent l'autre, des philosophes qui défendent l'autre position. Quelle position? Position d'après laquelle on peut bel et bien accorder foi et raison. Donc on a deux réponses. Une réponse qui dit oui, on peut accorder foi et raison, et une autre réponse qui dit non, on ne peut pas accorder foi et raison. C'est le sujet qui nous demande d'aborder la chose ainsi. Maintenant, comment faire? Et contrairement à ce qu'il a dit, quand il a dit il faut transformer l'interrogation en question, en affirmation plutôt, et toujours la mettre dans la tête, je dis non. Wallahi, j'aurais aimé qu'il reste. Dama bëggoon mu toog ñu waxtaan dañuy waxtaan rek nag waxtaan lay doon. Mais malheureusement dafa dem. Malheureusement dafa dem. La vérité n'est pas fille de sympathie, mais fille de contradiction. Non, je suis désolé. Alors je disais, quand un sujet est une interrogation totale, l'erreur qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de penser qu'on doit prendre la question, la transformer en une affirmation et toujours l'exposer dans la thèse. Ça peut réussir. Par exemple, si on dit, le philosophe est-il un rêveur? Vous enlevez la question, ça devient une affirmation, ça devient oui, le philosophe est un rêveur. Vous le mettez dans la thèse. L'antithèse, c'est non, le philosophe n'est pas un rêveur. Là, il peut avoir raison. Mais reprenez l'exemple de tout à l'heure. Là, peut-on accorder foi et raison? Mais un élève qui a appris, qui a compris ses leçons, parce que je ne pense pas qu'un professeur peut aborder ce thème en classe sans pour autant mentionner les philosophes religieux. Ils ont démontré, comme 2 fois 2 font 4, c'est très clair et c'est très simple, qu'il est bel et bien possible d'accorder foi et raison. Le sujet dit, est-ce qu'on peut les accorder? Mais la bonne réponse, c'est de dire oui, il est possible de les accorder, et c'est toujours cette bonne réponse que personnellement j'appelle la position à défendre, qu'on doit loger dans l'antithèse. Et dans la thèse, il y aura ce qu'on appelle la position à réfuter. Et réfuter mooy dàq li dul dëgg la ñuy dàq moo tax ñu koy jiital dëgg daal di mujj olof dal ca naan dëggay mujj. Par exemple, ce sujet-ci, si on me l'avait donné, j'aurais mis dans la thèse, pour les philosophes athées d'une manière générale, il n'est pas possible d'accorder foi et raison. Donc non, Spinoza le dit, entre foi et raison, il n'y a aucune parenté. Il n'y a aucune relation. Ce ne sont même pas les mêmes domaines. Donc, on doit les distinguer. Pas de possibilité de les accorder. Mais si vous prenez le cas des philosophes religieux, comme Al-Ghazali, comme Ibn Rushd, comme saint Thomas d'Aquin, comme Clément d'Alexandrie, ils ont tenté et réussi l'accord de la foi et de la raison. Donc il est possible de les accorder. Si on me donne un sujet du genre, la philosophie a-t-elle toujours sa place dans un monde? C'est un sujet interrogatif, mais l'interrogation est totale. On peut dire oui, la philosophie a bel et bien sa place dans un monde dominé par la science, mais si on est scientiste, version consciente, Auguste Comte, le positivisme d'Auguste Comte, qu'est-ce qu'il dit? C'est une pensée philosophique. Très bien, il y a une certaine croyance en la toute-puissance de la science capable de prendre en charge tous les problèmes de l'homme, si bien que l'humanité n'a nullement besoin des autres modes de savoir qui sont invités tous à mourir et la philosophie en tête. Donc si on demande aux scientifiques, est-ce que la philosophie a toujours sa place dans un monde dominé par la science? Ils donneront comme réponse non, la philosophie n'a pas sa place dans un monde dominé par la science. Tandis que ceux qui savent lire et surtout constater les dérapages dus à une mauvaise application des résultats de la science savent que l'humanité a un besoin de faire un retour à la philosophie. On doit faire appel à la philosophie qui doit moraliser, civiliser notre monde, qui est plus que jamais marqué par les dérapages et les erreurs occasionnées par une mauvaise application des résultats scientifiques. Donc on a là encore une réponse sous forme de oui et sous forme de non. Et si vous prenez l'affirmation, l'interrogation, vous la transformez en affirmation en commençant par le oui et terminez par le non, vous passez à côté du plan. Ici, la bonne réponse est de dire oui, la philosophie a sa place, on doit la loger dans l'antithèse. Et dans la thèse, on met le non, conformément à la doctrine, à la pensée des positivistes qui considèrent que la science à elle seule peut venir à bout de tous les problèmes de l'homme. Ce qui est une erreur. Donc, sur ce problème-là, voilà les éclairages que je voudrais faire. L'exemple
qui a été donné, en mon sens, n'a pas été bien choisi, il n'est pas pertinent, puisque cet exemple, quand on veut défendre l'idée selon laquelle l'antithèse n'est jamais le contraire de la thèse, et qu'on prenne exemple comme sujet, vouloir la certitude, n'est-ce pas tuer la philosophie, on a raison. Parce que ce sujet, comme j'ai dit déjà, c'est un sujet sous forme d'interrogation. Ici, l'antithèse n'est jamais le contraire de la thèse. Mais quand on prend un sujet qui est libellé sous une forme interrogative et que l'interrogation est totale, l'antithèse est le contraire de la thèse. Le sujet du bac de l'année passée, qu'est-ce qu'il disait encore? La connaissance conduit-elle nécessairement à la liberté? Quand un sujet comporte ce nécessairement-là, ou encore toujours, dans l'antithèse on met non, dans la thèse on met oui. C'est comme quand on nous dit, la raison a-t-elle toujours raison? Dans la thèse, mettez oui, dans l'antithèse, mettez non. Et comme argument, dites ceci, prenons d'abord ce sujet-ci, la raison a-t-elle toujours raison? Elle a toujours raison dans ces domaines. Quel domaine? Prenez les 4 modes de savoir. Ce qu'on appelle les modes de savoir rationnels, comme philosophie et science. La raison, elle est chez elle. Elle a raison. Mais le sujet avait dit toujours. Mais toujours, maintenant, est-ce qu'il n'y a que comme domaine la science et la philosophie? Non, puisqu'il y a d'autres domaines, comme le mythe ou encore comme la religion. Elle a raison, quand elle est invitée dans ces modes de savoir-là, il y a des vérités qui lui échappent. On ne peut plus se permettre de lui faire confiance, on ne peut plus dire que la raison a forcément raison en religion, puisqu'il y a des vérités qui sont dites supra-rationnelles. Je dirais que aura tort celui qui mettra en avant sa raison pour pouvoir cerner certaines vérités religieuses. C'est le même principe, la même démarche lorsque nous sommes également dans la pensée mythique. Le sujet du bac de l'année passée également. Pour moi, beaucoup se sont trompés de domaine, pensant que le sujet nous invitait à réfléchir sur la liberté. Or, non. Du moins, selon mon avis, mon humble avis. Le sujet dit encore, qui pour nous le rappeler? La connaissance conduit-elle nécessairement à la liberté? J'ai dit, beaucoup ont cru bon de disserter sur la liberté. J'ai dit, non pas qu'ils ont fait hors sujet, mais ils ont fait pire. Ils ont fait hors domaine. Je m'explique. Ici, la question est de savoir si la connaissance a les moyens de conduire l'homme toujours à la liberté. Donc, il faut chercher à voir la dimension libératrice de la connaissance. Mais quelle connaissance est capable de mener l'homme à la liberté? Si telle connaissance est capable de le faire, sans doute il y a d'autres connaissances qui ne sont pas capables de mener l'homme à la liberté. Je demande ici à mes élèves de prendre encore les modes de savoir et les diviser en modes de savoir rationnels et en modes de savoir irrationnels. Et vous-même, vous constaterez que les modes de savoir rationnels, philosophie et science, permettent à l'homme d'accéder à la liberté. Prenez le cours de philosophie, vous êtes libre d'apporter la contradiction à votre propre professeur, vous êtes libre de penser par vous-même et pour vous-même, vous êtes libre de concevoir votre propre philosophie. Il n'y a pas plus libre que le philosophe. Que dire aussi de la science? Sous quel angle n'a-t-il pas libéré l'homme? La science n'a-t-elle pas réduit les distances? N'a-t-elle pas abrégé les souffrances de l'homme? N'a-t-elle pas enrayé la peur de faire face à certaines maladies? La science a libéré l'homme à plus d'un titre. Donc ces modes de connaissance que sont philosophie et science conduisent l'homme à la liberté. Mais que dire de la religion? Que dire du mythe? C'est des modes de connaissance qui empêchent l'homme d'accéder à la liberté en religion. Est-ce qu'on a la liberté de penser? Non, je ne le pense pas. Religion, moi, xéetu xam-xam boo xamante ni dañ la fay fekk nit mooy ñëw ni la man maay yonenti diw ni la waxal maa la gën nga ni waaw nga defee ni fa lay yem mu ni la teg ci sa yaay teg ci sa papa ñoom ñëpp wax leen maa leen gën nga naan waaw te doo sañ a bañ ana sa liberté. C'est un mode de savoir, c'est une connaissance, mais qui ne permet pas à l'homme d'accéder à la liberté. Que dire aussi de la pensée mythique? Tout le monde sait que ici le savoir, la sagesse est détenue par un petit groupe que l'on appelle le cercle des initiés. Le savoir, la vérité leur appartient a priori. C'est un mode de connaissance qui est ésotérique, fermé, où la vérité, comme j'ai dit, la sagesse est exclusivement réservée à un petit nombre. C'est à eux de dire ce que le reste du groupe doit faire. Ils donnent des recommandations. Pourquoi? Parce que ce petit groupe appelé cercle des initiés se pose comme étant le relais entre le monde des humains et celui du divin.
Sous ce rapport également, l'homme n'a aucune forme de liberté. Donc face à la question, la connaissance conduit-elle l'homme nécessairement à la liberté? La bonne réponse c'est de dire non, et ça devrait être logé dans l'antithèse, et comme argument, on met en avant les modes de savoir comme le mythe ou encore la religion. Dans la thèse, on aura fini de mettre oui avec la science et la philosophie. Donc il peut arriver que l'antithèse soit le contraire systématique de la thèse. C'est lorsque nous avons un sujet dont l'interrogation est totale. Maintenant, pour le cas des autres sujets, à chaque fois, l'antithèse est une relativisation. Maintenant, ce n'est pas parce que la plupart des sujets le disent qu'il faudrait en déduire une vérité universelle pour généraliser. Voilà en tout cas un point de désaccord. Et j'aurais souhaité, au nom de la philosophie, mais également au nom de la vérité, philosophique bien entendu, que nous fassions des échanges, Songe et moi, sur la question. Sinon, avec votre permission, je termine par quelques recommandations et conseils, puisque donc le bac approche à pas de géant. Souvent, des élèves font preuve de dogmatisme en utilisant un langage qui est aux antipodes de l'esprit philosophique. Souvent, je vois un élève, après avoir amené son sujet pour le poser, il dit « c'est incontestablement dans ce sens qu'une telle question nous a été soumise ». Moi, je dis c'est là une expression ou un terme qu'il faut bannir, parce que ça ne fait pas partie de l'univers philosophique. Je dis quand un propos est incontestable, il cesse d'être philosophique. Il y en a qui vous diront également, pour poser le sujet, c'est sans nul doute que cette affirmation nous a été donnée. Moi, je dis nul doute, zéro philosophie. Donc, il faut s'abstenir de faire mention de ces termes et expressions. Mais qu'est-ce qu'il faut dire pour poser un sujet? Il y a des termes qui sont indiqués, c'est peut-être. Ou encore, c'est probablement. Mais peut-être. C'est philosophique, pourquoi? Parce que c'est le temps de l'incertitude, du doute. Celui qui dit peut-être n'est plus dans la certitude. Bertrand Russell, que le professeur Songe avait cité tout à l'heure, le dit. Il dit la valeur de la philosophie réside dans son incertitude. L'élève qui, pour poser son sujet, donc dit c'est peut-être dans ce sens qu'une telle question nous a été soumise, il s'inscrit dans la logique philosophique. Pour énoncer également un plan, il y en a qui font preuve de dogmatisme sans pour autant le savoir et s'auto-excluent du champ de la philosophie. Qu'est-ce qu'ils disent? Ainsi, pour mener à bien notre réflexion, ce plan-ci s'impose, ou ces questions s'imposent. J'ai dit en philosophie, on n'a pas besoin de l'argument de la force, mais on a plutôt besoin de recourir de la force de l'argumentation. Il n'y a absolument rien à imposer en philosophie. Tout comme également, il est dans l'erreur. Cet élève-là qui dit, ces questions sont nécessaires. Pour prendre en charge un tel sujet, ces questions sont nécessaires. Mais arrêtons-nous sur le mot nécessaire pour démontrer que c'est contraire à la logique philosophique. Le nécessaire définition, c'est ce qui ne peut pas ne pas être. Et ne pouvant pas ne pas être, forcément c'est. Les Wolof vous diront, moi, lu munul ñak, te lu munul ñak, lu ne faaw mu am. Wa yow élève, soy défar sa plan. Dal déni man sama laaj yi munul ñak, moy lan képp ku fi indi yeneen laaj dañ koy dakh. Yow yaay kat. C'est dogmatique. Lolu du xam-xam, du attitude philosophique. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour poser des questions, pour énoncer un plan? Ainsi, dans l'optique de délimiter les contours de notre réflexion, virgule, nous prendrons en charge les questions que voici. Ouais. 2 points. Et on énumère ces questions. C'est très simple et c'est très clair. Et il n'y a aucun élan de dogmatisme. Mais comment poser des questions? Il y en a qui ne le savent pas. Il y en a qui, lorsqu'ils posent des questions, le libellent, les questions, la question plutôt, la libelle sous une forme interrogative, mais une interrogation totale. Ils retournent au sujet sans pour autant le savoir. Ils n'ont pas progressé. Par exemple, un élève, je dis, pose une question, prétend que cette question doit prendre en charge sa thèse, mais face à la question qu'il a posée, on peut répondre par oui ou par non. Or, dans la thèse, peut-être qu'il a voulu démontrer le oui et le oui seulement. Ou dans la thèse, il a voulu démontrer le non et le non seulement. Mais quand tu poses une question qui peut avoir comme réponse oui et non en même temps, cette question donc finalement n'est ni pour la thèse, ni pour l'antithèse. C'est une question vague, on va barrer. Ce n'est pas une question hors sujet,
Mais c'est une question qui embrasse et englobe en même temps la thèse et l'antithèse. Or, tu poses une question pour ta thèse. Donc, il faut s'arranger pour poser une question pour la thèse, d'abord, avant de faire autre chose. Mais comment poser une question pour la thèse? C'est à peu près le même principe pour l'antithèse. Il faut tout faire pour y insérer les formules que voici. Dans quel sens? En quoi? Pourquoi? Comment? Sur quoi se fonde-t-on? Etc. Ça devient une question libellée sous une forme interrogative, mais l'interrogation est partielle. On ne répond plus par oui, on ne répond plus par non, on est obligé de procéder par une démonstration de la question posée. Et on reste dans la thèse. Si c'est dans l'antithèse également, on procède de la même manière, ou tout au plus, on peut poser une question sous une forme interrogative dans l'antithèse. Mais dans la thèse, on pose une question sous forme d'interrogation partielle. Par exemple, si on donne le sujet, peut-on accorder foi et raison? Un élève arrivé au niveau du plan dit, première question, est-ce qu'on peut accorder foi et raison? Mais il est retourné au sujet. Est-ce qu'on peut accorder foi et raison? Certains vous diront oui, d'autres vous diront non, c'est le sujet. Cette question-là n'est ni pour la thèse, ni pour l'antithèse. Or, si ton objectif est de démontrer que dans la thèse, non, on ne peut pas accorder foi et raison, dis ceci. Sur quoi se fonde-t-on pour dire qu'on ne peut pas accorder foi et raison? Sur quoi se fonde-t-on nga wax manam da nga ni fan lañ tek bani foi ak raison ken mën len bolé lolu kay boy tontu da ngay wax fan lañ ko tek yang ca thèse ba wala nga ni en quoi foi et raison ne peuvent pas être conciliés accordés en quoi boy tontu en quoi bobu ngay wuyu yang ci thèse mi mais heure bo fi poser question bo xamé ni interrogation totale la so paré dañ koy barré delo lako dafa leer. Donc il faut savoir poser les questions. Ça également c'est important. Mais souvent également, et c'est depuis quelque temps, je le dis à mes élèves, je leur dis, il faut éviter de vous précipiter. Merci beaucoup. Ça ne sert à rien. Face à un sujet, après seulement 5 ou 10 minutes de réflexion, tu te précipites pour engager ton introduction. Moi je dis que ce n'est pas sûr. Les élèves pensent qu'ils gagnent du temps alors qu'ils risquent de perdre beaucoup de temps, parfois même plus de 2 heures de temps. Ils engagent une introduction, colmatent ça et là, engagent un développement. Au bout de quelques heures, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens, d'arguments pour mener à bon port leur réflexion. Ils changent de sujet. Ils auront perdu plus de 2 heures de temps. C'est pourquoi je demande à mes élèves, avant d'engager l'introduction, on commence par le développement. Pourquoi? D'après mon constat, la dissertation obéit à 2 logiques. Il y a ce qu'on appelle la logique habituelle, bien entendu, que l'on constate dès qu'on regarde la copie. On a un ordre logique, libellé ainsi, une introduction, un développement et une conclusion. Ça, c'est ce qui doit apparaître sur ta copie. Mais à côté de cet ordre logique, il y a ce que je considère comme étant l'ordre chronologique. Et pour moi, l'ordre chronologique veut que le développement précède l'introduction. Pourquoi? Parce que d'une manière générale, le développement de la dissertation, c'est 2 parties, la thèse et l'antithèse. D'une manière générale, il n'y a qu'une seule exception, et ce n'est qu'une demi-exception. Tout à l'heure, avec votre permission, je dirai pourquoi. Mais d'une manière générale, pour tous les sujets, si vous voulez réussir l'amorce, la première partie de l'introduction, puisez-la dans la thèse du développement. C'est pourquoi je dis, avant de faire l'amorce qui est partie intégrante de l'introduction, commencez d'abord par le développement. Assurez-vous que vous avez une bonne thèse et une bonne antithèse. Parce que la qualité de l'amorce se jauge en fonction de son rapport, de sa relation avec les idées de la thèse. Je dis, quand vous avez un sujet affirmatif, la thèse c'est l'appui du sujet. Les idées avec lesquelles vous avez appuyé le sujet, ce sont ces mêmes idées-là qui doivent vous servir d'amorce. Quand un sujet est une interrogation, les idées avec lesquelles vous avez fait la thèse du développement, ce sont ces mêmes idées qui doivent vous servir d'amorce. Quand un sujet est une interrogation partielle, les idées à l'aide desquelles vous avez fait la thèse du développement, appuyez-vous sur ces idées également pour façonner votre amorce. Maintenant, quand un sujet est une interrogation totale, qu'est-ce qu'une interrogation totale? C'est quand un sujet peut avoir comme réponse oui et non, l'antithèse va venir pour réfuter la thèse. Alors en ce moment, le mieux, c'est de faire une amorce polémique.
C'est-à-dire de prendre les deux positions, de les mentionner avant de déboucher sur la position du sujet. Si le temps qui nous est imparti était largement suffisant, je vous aurais servi plusieurs exemples, mais malheureusement le temps nous est compté et les gens ont un peu faim. Avec votre permission, je m'en tiens là. Alhamdulillah. C'est ça. Donc nous remercions M. Ibrahima Diagne. Il est réconcilié. Il vous a aussi donné un certain nombre de recommandations et de conseils. Je pense que ce sont des conseils qui sont tout à fait exemplaires. Donc la dissertation, ce n'est pas du pédantisme. La dissertation n'est pas un défilé de connaissances. La dissertation n'est pas une juxtaposition de citations émanant de philosophes. Mais la dissertation est une argumentation, c'est une démonstration et non une monstration. Donc nous allons passer à la troisième activité, ça veut dire à M. Sow, qui va tenter de répondre à la question suivante. Ouais, non, ils vont poser des questions, mais nous... Voyez... Mais après, de toutes les façons. Mais c'est très important. Moi, j'ai enseigné pendant plus d'une vingtaine d'années. Mais par rapport à l'antithèse, mais l'antithèse, c'est le contraire de la thèse. Quand on parle d'antithèse, c'est la partie qui contredit ou qui montre les limites de la thèse. Les limites, c'est important, les limites de la thèse. Vous avez certes raison, mais donc ça peut ne pas être une négation absolue, mais c'est une manière de montrer qu'il y a en tout cas une dimension partielle au niveau de la vérité. Oui? On a supplié à Diouf de continuer avec le commentaire. Ah? Pour 10 minutes. Il va continuer avec le commentaire pour 10 minutes. Ah, les élèves ouais. réclament le commentaire. Ah? Ce sont les élèves qui réclament le commentaire. D'accord, donc comme les élèves réclament le commentaire de philosophie, et puis, M. Fall, en philosophie, mais c'est normal aussi qu'il y ait des divergences d'approche, parce que c'est lié à la nature même de la discipline. C'est pas forcé que la manière dont M. Gagne enseigne la philosophie, que c'est de cette manière-là que M. Sow doit l'enseigner. Ça dépend. Parce que c'est lié à la nature même de la philosophie, qui est par essence un terrain contradictoire. Et l'autre disait que la vérité, elle n'est pas fille de sympathie, mais elle est fille de contradiction. Et que c'est la contradiction qui constitue le charme et l'essence même de la philosophie. Donc, la contradiction n'est pas un péché en philosophie, mais c'est la nature et l'essence même de la philosophie, parce que c'est elle qui fait fonctionner et renforcer la philosophie. Donc nous l'acceptons. Et dans la manière de corriger aussi nos élèves, nous tenons compte de cela. Nous tenons compte de cela, nous ne sommes pas des dogmatiques quand même. Donc, M. Gagne, vous avez la parole par rapport aux commentaires de philosophie. Oui, peut-être placer encore quelques mots pour parachever le travail sur les questions d'ordre méthodologique. Oui, pour ce qui est maintenant du commentaire, c'est l'autre épreuve du bac. On vous dira ceci, à côté du texte, comme consigne. Expliquer, oui, l'unanimité, elle n'est même pas recommandée en philosophie. C'est un péché en philosophie. Si. C'est un péché en philosophie. Sauf que maintenant, le risque, le risque, avec ce genre de situation, je ne le dénonce pas, hein, je constate simplement, c'est qu'un professeur peut passer 8 à 9 mois avec ses élèves à installer des choses qui risquent d'être chamboulées en une matinée, en une journée. C'est ça le danger. C'est le seul danger. Est-ce que les élèves auront suffisamment de maturité? Est-ce qu'ils auront également un bon tube digestif qui leur permettra de digérer tout cela? Donc, ça peut-être les résultats au bac nous le diront. Bref, pour ce qui est du commentaire également, déjà, monsieur le proviseur le signalait tout à l'heure, et à juste raison, l'unanimité également n'est pas faite à ce niveau du tout. Sur les termes, sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il ne faut pas faire. Mais dans tous les cas, moi, je m'arrange puisque je m'adresse
à des élèves, quand je le fais, quand je travaille en classe, je m'arrange pour mettre à leur disposition des trucs et des astuces, une méthodologie qui, en tant que telle, est la plus simple qui soit, qui leur permet en tout cas de tirer leur épingle du jeu. C'est ainsi que je leur dis. Première chose à savoir, c'est que quand on dit commenter en philosophie, le mot commenter signifie expliquer, puis discuter un texte. Quand on dit commenter, je dis bien, puisqu'il y a des élèves qui pensent que, après avoir expliqué le texte, eh bien, on a le choix pour discuter ou pour refuser ou s'abstenir de le faire. Or, la discussion est une partie intégrante de cet exercice que l'on appelle le commentaire philosophique. Un texte, dans le développement, on l'explique d'abord, mais cette partie explication est impérativement suivie d'une discussion. Donc, première chose à retenir, le mot commentaire englobe l'explication détaillée et la discussion, les deux ensemble. Autre précision également, c'est qu'en philosophie, il n'y a qu'une seule façon de commenter un texte, je dis bien une seule façon, c'est ce qu'on appelle le commentaire par centre d'intérêt, que d'autres appellent le commentaire composé. Ce qui revient à dire quoi? Que le commentaire linéaire est banni en philosophie. Et c'est une faute lourde de conséquences, bien entendu, quand un élève fait un commentaire ligne par ligne, c'est-à-dire un commentaire linéaire, parce que ça n'existe pas en philosophie. Je répète, en philosophie, il n'y a qu'une seule façon de commenter un texte, c'est le commentaire par centre d'intérêt. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? C'est-à-dire, quand on vous donne un texte, vous êtes tenu de faire un regroupement des idées qui se ressemblent. L'auteur d'un texte peut entamer l'explication d'une idée au début du texte, la laisse pour une autre idée. À la fin du texte, il revient sur l'idée initiale. Vous ne devez pas commenter cette idée à deux reprises. Sinon, vous aurez fait un commentaire linéaire. C'est à vous de regrouper les idées qui se ressemblent dans une partie. Et ces différentes parties, c'est ce qu'on appelle en philosophie les centres d'intérêt. Et les idées, on ne les commente qu'une seule fois. Celles-là qui se ressemblent. Maintenant, à parler proprement de l'introduction, c'est selon parfois 3 jusqu'à même 4 parties. Mais d'une manière générale, quand un élève parvient à faire la situation du texte dans son introduction, quand l'élève parvient à faire ressortir le thème du texte, la thèse de l'auteur confectionne un bon plan, cet élève-là, on peut avoir confiance en lui. On peut avoir bon espoir. Comment maintenant situer un texte? L'une des situations les plus simples, c'est de le faire de façon classique. C'est-à-dire rappeler le nom de l'auteur, rappeler si c'est possible l'ouvrage dans lequel le texte a été tiré. Voilà ce qu'on appelle donc les éléments biobibliographiques pour vous permettre de camper le débat. Par exemple, ce texte que nous avons à commenter, c'est des formules que l'on utilise souvent, porte la signature de Baruch Spinoza. L'extrait est tiré de son ouvrage tel. Voilà à peu près comment on peut situer un texte. Sinon, le thème, qu'est-ce que c'est que le thème? Il y en a qui confondent le thème et idée générale. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que certains ne sont même pas d'accord sur les termes. Le thème n'est pas l'idée générale. Tout à l'heure, j'en viendrai à l'idée générale. Qu'est-ce que le thème? Comment il est? Le thème, c'est lui qui est général, justement. Parce que c'est un grand cadre. Allô. Ah, heureusement. Et il y a une astuce que je mets à la disposition de mes élèves. Mais ne le prenez pas pour une vérité absolue. Je leur dis, d'une manière générale, mais encore une fois, ce n'est pas une vérité absolue. Le thème d'un texte, c'est généralement les titres des différentes leçons que Allô. Très bien. philosophe là. Alors,
généralement, généralement, le thème, comme j'ai dit, encore une fois, je précise, ce n'est pas une vérité absolue, mais le thème, ça coïncide avec les différents titres des leçons. Par exemple, le thème d'un texte peut porter sur ce qu'est la philosophie. Parfois, c'est les rapports entre philosophie et religion. Parfois, c'est les rapports philosophie et science. Parfois, c'est la métaphysique. Parfois, c'est rapport société-individu. Parfois, c'est le langage, c'est l'État, c'est la liberté, etc. Voilà ce que peut être un thème d'une manière générale. Mais je dois reconnaître que parfois, le thème d'un texte peut être la démocratie. Ce n'est pas le titre d'une leçon. Parfois, ça peut être le doute. Ce n'est pas le titre d'une leçon. Mais d'une manière générale, convenez avec moi que le thème, c'est ce cadre général dans lequel l'auteur s'inscrit pour apposer sa réflexion. J'ai dit apposer, pas opposer. Apposer, c'est-à-dire placer, mettre sa réflexion. Voilà donc le thème. Il est général et il n'appartient à personne. Kumom liberté, Descartes momuko, Hegel momuko. Kumom état ken, kumom philosophie et religion ken momuko. Philosophie et science, métaphysique. C'est le thème, il est général. Maintenant, ce que l'auteur défend comme position dans ce thème, voilà ce qu'on appelle la thèse de l'auteur, et voilà, selon le jargon indiqué en philosophie et le jargon reconnu par la Commission nationale de philosophie, je vous renvoie au canevas de correction donné par l'Office du bac, en collaboration avec la CNP, en tant donc Commission nationale de philosophie, le jargon indiqué, ce qu'on appelle la thèse de l'auteur, c'est ce qu'on appelle également ou qu'on doit appeler l'idée générale. Et elle n'est pas générale. Ne vous laissez pas abuser par cette appellation. L'idée générale, elle est personnelle. C'est l'opinion défendue par l'auteur dans le thème. Par exemple, le thème comme la liberté, j'ai mon opinion si je suis l'auteur d'un texte, ce que je pense de la liberté. Maintenant, dans ce texte, voilà ce qu'on appelle la thèse de l'auteur. Voilà ce qu'on appelle également l'idée générale. Thème. Philosophie et religion, ça n'appartient à personne, c'est général, c'est le thème. Ce que moi, en tant qu'auteur, je pense des rapports entre philosophie et religion. Par exemple, je peux penser que leurs relations sont antinomiques, c'est-à-dire philosophie et religion sont opposées à tout point de vue. Ça, c'est mon opinion personnelle, c'est ce qu'on appelle la thèse de l'auteur, c'est l'idée générale. Il faut la faire ressortir. L'intérêt que cela présente, dans tous les cas, après avoir fait ressortir la thèse de l'auteur, confectionner un plan. Ça peut se faire de plusieurs manières. L'une des manières les plus simples, c'est de dire ainsi, l'auteur, pour exposer sa thèse, a commencé par, et vous avancez ce qu'il a fait d'abord dans un premier temps, puis il a terminé par. C'est un plan. Sinon également, vous pouvez dire, il y a des formules même qui sont indiquées, ainsi, conformément au mouvement des idées, ce texte-ci pourrait être scindé en deux parties. Évitez les découpages trop hachés du texte. Un texte, ce n'est pas un morceau de viande, comme de la viande hachée. Le texte dit 3, 4, 5, 6 parties. Un texte, voilà, il faut éviter de le saucissonner, comme vous dites. Merci. Donc, il faut faire un découpage intelligent du texte, et ce découpage intelligent veut que, d'une manière générale, le texte soit découpé en deux parties. Ainsi, conformément au mouvement des idées, donc le texte pourrait être scindé en deux parties, du début jusqu'à prenez un terme dans le texte et trouvez-lui un intitulé. La deuxième partie, couvrant tout le reste, peut être intitulée et vous lui trouvez un titre. Mais évitez de dire de la ligne 1 à la ligne 8. Pourquoi? Parce que cela rappelle le commentaire linéaire qui est exclu, banni du commentaire philosophique. Ça n'en fait pas partie. Ne dites jamais de la ligne 1 à la ligne N. Il faut toujours faire donc un découpage intelligent. Sinon, si le découpage semble être impossible, je dis bien semble être impossible parce que ça n'est jamais impossible, dans tous les cas, vous pouvez vous rabattre sur un plan interrogatif. Qu'est-ce qu'un plan interrogatif? C'est un plan à questions. Lesquelles questions vont vous permettre d'expliquer et de discuter le texte. Vous m'avez bien entendu, j'ai dit expliquer et discuter le texte. Et c'est l'une des différences entre le plan classique, sous forme de découpage, et le plan interrogatif. Pourquoi? Parce que dans le plan sous forme de découpage, la discussion n'apparaît pas. Mais si vous optez délibérément de faire un plan interrogatif, alors là, vous êtes tenu de mentionner au moins une question qui est susceptible de prendre en charge la discussion.
Si bien que de façon triviale, le plan interrogatif regroupe au moins 3 questions. Les 2 questions vont te permettre peut-être l'une d'expliquer la première partie du texte, la deuxième question te permet d'expliquer la seconde partie du texte, et la troisième question devra être réservée pour la discussion. Voilà donc ce que peut être l'introduction d'un commentaire de texte. Vous situez le texte, vous mentionnez le thème, vous faites ressortir la thèse de l'auteur et vous procédez à la confection d'un plan. Maintenant, je le disais tout à l'heure, quelle est l'utilité, l'intérêt à faire ressortir la thèse de l'auteur? C'est-à-dire que si vous ne le faites pas, vous passez à côté de l'exercice. Vous ne pourrez ni expliquer ni discuter le texte. Vous ne pourrez plus faire un commentaire qui convient du texte. Pourquoi? Parce que quand on parle d'explication détaillée, en plus d'accord des idées secondaires, mais la majeure partie de l'explication s'appuie sur la thèse de l'auteur. Par exemple, quand un auteur se prononce sur un thème, les rapports entre philosophie et science, et l'auteur, c'est le thème, philosophie et science, c'est le thème. L'auteur défend l'avis selon lequel la science à elle seule peut régler les problèmes de l'homme. La philosophie n'a pas sa place dans ce monde. Mais dans le développement, l'explication du texte vous amène obligatoirement à dire pourquoi est-ce que l'auteur défend cet avis selon lequel la philosophie n'a plus sa place dans le monde et que la science à elle seule peut régler tous les problèmes de l'homme. Vous insistez sur les prouesses inventives de la science tout en procédant à une critique sans ménagement de la pensée philosophique. Vous êtes en train de détailler la thèse de l'auteur. Donc l'explication n'est rien d'autre qu'une manière de détailler la thèse de l'auteur. Donc si la thèse de l'auteur vous échappe, vous passez à côté de votre travail. Vous allez dire des généralités, vous allez faire des paraphrases, sinon vous faites la restitution d'une leçon donnée et passez directement ou nettement à côté de ce qui est demandé. Qu'est-ce que la discussion? Discuter un texte, en réalité, quand on discute un texte, ce n'est pas le thème qu'on discute. On ne discute pas la liberté. On ne discute pas la métaphysique. On ne discute pas qu'est-ce que la philosophie. C'est des thèmes que j'énumère. On ne discute pas le langage. On ne discute pas le travail. Non. Mais ce que l'auteur pense du travail, ce qu'il défend comme opinion à propos de la liberté, voilà ce qui peut faire l'objet d'une discussion. C'est ça la thèse de l'auteur. Donc la discussion, elle a comme point de départ la thèse de l'auteur. Discuter un texte, c'est ce qu'on vous dit, mais c'est à vous de comprendre qu'en réalité, ce n'est qu'une façon de parler, mais discuter un texte revient à s'interroger sur la pertinence philosophique, bien entendu, de la thèse soutenue par l'auteur dans le thème qui est développé dans le texte. Voilà donc ce que c'est que le développement. On explique d'abord, ensuite on procède à la discussion. C'est vrai qu'il y a 2 façons de discuter, une discussion positive et une discussion négative. Les 2 sont recevables. Faire une discussion positive, c'est-à-dire apporter sa pierre à l'édifice. On ne nage pas en contre-courant, on renforce les idées de l'auteur, peut-être en s'appuyant sur d'autres penseurs qui sont du même avis que lui, mais peut-être avec d'autres arguments. Voilà ce qu'on appelle la discussion positive. Par contre, la discussion négative, elle vient nager à contre-courant. Elle est souvent aux antipodes de la thèse défendue par l'auteur. Par exemple, un auteur qui dit que philosophie et religion sont antinomiques, appuyez-vous sur les penseurs religieux qui disent que philosophie et religion peuvent bel et bien être accordées. Vous aurez discuté le texte. Et ce que je vous conseille, même si vous avez, au cas où vous avez la possibilité de faire et la discussion positive et celle dite négative, si vous voulez mon conseil, optez toujours pour la discussion négative, tant que c'est possible. Enfin, la conclusion, s'il vous vient à l'idée de procéder à la conclusion de votre travail, faites le bilan. Rappelez les temps forts du développement, c'est-à-dire la partie explication détaillée, ce que l'auteur a dit, ramassez-le. Rappelez également la partie discussion, les auteurs qui peut-être ne sont pas du même avis que lui, et contentez-vous de ça. À peu près, c'est la même conclusion qu'on aura notée également dans la dissertation philosophique. Pourquoi? Parce que dans cet exercice, la conclusion tient lieu de bilan. Le bilan. Avec votre permission, je fais un petit retour, puisque certains élèves m'attendent sur cette question, la question de la problématisation. J'allais l'oublier, et ce serait une faute si j'étais parti sans pour autant y revenir. Souvent, moi, je dis à mes élèves, et ce, conformément à un document
que la Commission nationale de philosophie, j'aurais souhaité également que le CPI, le conseiller pédagogique itinérant de philosophie, M. Ndiaye, j'aurais souhaité qu'il soit là. Puisque le document, je l'avais pris chez lui. C'est lui, le CPI de philosophie. C'est-à-dire c'est le relais au plan local, ici à Louga, de la Commission nationale de philosophie, qui avait mis à sa disposition, pour qu'il le mette à la disposition des collègues qui enseignent la philosophie. Dans ce document, il est mentionné noir sur blanc que la problématisation tient lieu de plan. Mais quel intérêt ai-je à inventer ces choses-là? C'est écrit sur le document que la problématisation tient lieu de plan. Ce qui est très cohérent. Parce que qu'est-ce que problématiser? Problématiser un sujet, c'est le prendre pour faire ressortir les questions qui lui sont sous-jacentes. C'est-à-dire que quand le sujet est là, qu'il soit une affirmation ou une interrogation, peu importe, c'est un problème. C'est à vous d'en faire un problème. Et pour en faire un problème, vous faites ressortir tout simplement toutes les questions, tous les problèmes qui sont directement ou indirectement liés au problème central qu'est le sujet lui-même. Par exemple, si on nous donne un sujet du genre « philosopher, c'est douter », point. Mais il est normal qu'un élève se pose cette question, mais qu'est-ce que philosopher? Cette question-là, elle se rattache au sujet. Si je problématise un tel sujet, je suis en droit de poser cette question. Ensuite, qu'est-ce que douter? Ensuite, une autre question qui se rattache au sujet lui-même. Quelle est la relation entre philosopher et douter? Le sujet s'est contenté de me dire philosopher, c'est douter. Mais moi, pour répondre à cette question, il me faut savoir ce que c'est que philosopher. Donc ma question, qu'est-ce que philosopher? Elle est légitime. Qu'est-ce que le doute? Elle est légitime. Quelle relation il y a entre philosopher et douter? Elle est légitime. N'y a-t-il pas de différence entre douter à la façon des philosophes et celle des sceptiques? C'est une question légitime. Regardez, j'ai posé combien de questions? 4 ou 5. Mais dans ces questions-là, il y a celles qui doivent meubler ma thèse et mon antithèse. Ah oui? Parce que le sujet, quand il philosopher, c'est douter. Dans la thèse, je dois appuyer le sujet. C'est-à-dire, je dois montrer en quoi philosopher, c'est douter. Mais justement, c'est ça la question de la thèse. En quoi philosopher, c'est douter? Cette question-là, elle est déjà contenue dans la problématisation. Dans l'antithèse, je dis, n'est-il pas pertinent de distinguer le doute philosophique du doute sceptique? C'est pourquoi tout à l'heure, dans la problématisation, j'avais déjà avancé cette question. Si bien que, quand je fais une bonne problématisation, je ne peux plus élaborer de plan. Et si j'élabore au risque de me répéter, si maintenant je fais une problématisation suivie d'un plan sans pour autant qu'il y ait répétition et que le plan est pertinent, c'est que j'étais passé à côté de la problématisation. Et en passant, je rappelle que quand on problématise une question philosophique, une seule question ne peut pas faire le tour du problème philosophique. Ce n'est pas possible. Avec une question, une seule question, je dis bien, on vous donne un sujet, tu poses une question pensant que tu as problématisé, tu te trompes. Une seule question ne saurait épuiser tout un sujet. Si bien que quand tu fais la problématisation correctement, tu as 4, 5, jusqu'à 6 ou plus même. Et l'ensemble de ces questions, dans cet ensemble, on aura les questions qui devraient être dans la thèse et dans l'antithèse. Voilà ce sur quoi cet avis donné par la Commission nationale de philosophie s'est fondé en disant quoi? Que la problématisation tient lieu de plan. Que signifie tenir lieu de? Tenir lieu de signifie remplacer. Et c'est pourquoi, personnellement, en classe, je me garde même de dire à mes élèves, faites la problématisation. Je leur dis, si vous amenez un sujet, vous le posez, sous forme de reformulation après, vous élaborez un bon plan, cela suffit. Cela suffit. Maintenant, pour montrer que vous avez compris le sujet, que vous pouvez faire le tour de la question, démontrez-le dans le développement en concevant une bonne thèse et une bonne antithèse. Voilà, je remercie tout le monde. Donc, nous remercions.